beaucoup pour l'invitation et pour l'organisation des journées d'études. Aujourd'hui, je vais vous parler des ingénieurs face à la transition énergétique de la raffinerie de Grandpuits. En septembre 2020, Total annonce la fermeture des unités de raffinage à Grandpuits à la suite de la rupture du pipeline qui alimente la raffinerie en pétrole, qui s'appelle le PIF. Et à la place, la multinationale propose de construire une plateforme qui est zéro pétrole, qui comprend une usine de biocarburant, une usine de bioplastique, une usine de recyclage des plastiques. Il y a également le site industriel de Gargenville qui est situé dans les Yvelines, donc après c'est mes Grandpuits, c'est en Seine-et-Marne, qui est le site de Gargenville est organiquement lié à la raffinerie de Grandpuits. Il y a une grande partie de ces activités qui vont cesser. Il était lié à l'exploitation du pipeline, au stockage de pétrole et à la production d'un composant pour du kérosène. L'inscription de cette transition, de cette reconversion dans la transition énergétique, alors je précise tout de suite, je ne vais pas dire à chaque fois entre guillemets parce que dans le texte ça l'est, je dis entre guillemets parce que c'est une notion où il y a beaucoup de débats et de controverses et je préfère l'inscrire d'une perspective critique, donc c'est présenté par les acteurs économiques de Total comme une transition énergétique, mais voilà, ça serait ouvert. En tout cas, l'inscription par Total de cette reconversion dans la transition énergétique, ça s'inscrit dans la stratégie de la compagnie amorcée depuis 2006 et qui s'est accélérée depuis 2015 pour se légitimer publiquement face aux critiques environnementales. Et les ingénieurs occupent une place de premier plan dans cette transition. Une partie importante du personnel de direction de la raffinerie a une formation, un début de carrière d'ingénieur, et s'ils ne sont plus dans le cœur des métiers de l'ingénierie aujourd'hui, ils mettent au service leurs ressources et leurs compétences d'ingénieurs au service de l'administration de la transition énergétique. La communication sera plutôt centrée sur ces ingénieurs managers, bien qu'elle applique par moment les propos de deux autres ingénieurs de métier. Donc, à la suite du fameux discours d'AgroParisTech des déserteurs en 2022, parmi d'autres, il y a eu un intérêt scientifique important sur les étudiants en école d'ingénieurs, les jeunes ingénieurs confrontés à l'urgence écologique. Il y a donc des travaux qui ont souligné du genre de la filière d'études, des parcours socio-universitaires, ou encore de la trajectoire sociale et de la position dans l'espace des grandes écoles sur ce rapport aux enjeux écologiques. Il y a d'autres travaux récents qui se sont penchés sur le rapport des ingénieurs ancrés depuis plus longtemps au sein de ce groupe professionnel aux enjeux écologiques. Des travaux soulignent le rôle des valeurs politiques, de la socialisation familiale, l'objectif des appropriations différenciées selon l'appartenance aux fractions culturelles et économiques de la profession. Cependant, en une contribution récente d'Adrien Coutan, ces travaux laissent de côté la question de ce qui se joue sur la scène même du travail des ingénieurs. Et la communication propose d'aborder de fond cette question en abordant une perspective monographique et de ce qui se joue pour les ingénieurs d'une usine lors de la reconversion de celle-ci au nom d'impératifs écologiques. Que pensent les ingénieurs de cette reconversion? Font-ils preuve de loyauté, de critique ou de détachement à l'égard de l'employeur qui met en œuvre cette transition énergétique? Et comment l'expérience du travail d'ingénieur participe-t-elle à façonner un rapport spécifique aux enjeux environnementaux chez cette population-là? La présence importante de managers parmi les ingénieurs interrogés qui doit servir d'enquête est symptomatique du processus de managérialisation du métier d'ingénieur qui fait émerger la figure de l'ingénieur manager. Il s'agira de revisiter ce processus en se demandant en quoi consiste en pratique le travail managérial des ingénieurs dans la mise en œuvre de la transition énergétique au sein d'une usine. Le management en acte lors de la transition énergétique est-il un enjeu? Produit-il au contraire une neutralisation des conflits et une invisibilisation des dominations au travail? Pour répondre à ces questions, je m'appuierai sur une enquête ethnographique commencée dans le cadre d'un M2 et poursuivie actuellement dans le cadre d'une thèse. L'enquête est toujours en cours, une trentaine d'entretiens semi-directifs ont été réalisés, dont 6 à Grandpuits auprès d'ingénieurs et au statut de centre parce qu'il y a une autre raffinerie que je vous explique à Fos-sur-Mer, mais je ne vous pas là, c'est là aujourd'hui. La prise de contact s'est effectuée principalement via LinkedIn, via des contacts donnés par d'autres personnes dans cet espace professionnel, ou encore en contactant des syndicalistes affiliés à la CFE-CGC. Donc, dans la communication, je mobiliserai de manière approfondie ces 6 cas d'ingénieurs tout en mobilisant ma connaissance du reste de l'univers professionnel obtenu grâce au texte de l'enquête. Première partie de la communication rendra compte du travail managérial des ingénieurs managers lors de la reconversion de la raffinerie. Une deuxième partie analysera les positionnements des ingénieurs face au verdissement de l'activité productive. Donc, la reconversion de la raffinerie du dépôt de Gargenville est réalisée dans un plan qui sauvegarde l'emploi, un PSE, où il y a une suppression de 150 emplois donc, sur les emplois directs. On ne parle pas des emplois sous-traitants aujourd'hui, on passe de 400 à 250 emplois.
mais ces suppressions n'entraînent pas de licenciement, elles passent principalement par des départs à la retraite anticipés et des mobilités internes non forcées. Cette modalité du PSE conduit la compagnie typiquement à un redéploiement industriel responsable, sans aucun licenciement, et ces éléments de langage sont largement repris par les ingénieurs managers interrogés. Ainsi, la directrice de la plateforme de Gare-Jeanville va dans ce sens, elle dit l'usine continuait de se transformer, mais en tous les cas, elle ne fermait pas. C'était un PSE dans les meilleures conditions possibles. Aux yeux de ces cadres, contester les modalités de ce PSE inégalé dans d'autres contextes industriels relève de l'irrationnel et va à l'encontre de la réalité. Ils expriment en entretien leur agacement face aux salariés qui se plaignent et contestent les conditions de cette restructuration. Et contrairement à d'autres PSE jugés exemplaires étudiés dans la littérature, cette restructuration donne toutefois lieu à un mouvement de grève et à d'autres formes de conflictualité au travail. Et par exemple, Fatima, qui est le secrétaire général de la plateforme de Grand Puy lors de leur convention, elle nous confie une fois l'enregistreur éteint après l'entretien sa lassitude face au bébé total, surnom une partie de l'encadrement donne à l'élite ouvrière de l'usine. Ils n'ont selon elle aucune conscience de ce qu'est la réalité d'un ouvrier moyen aujourd'hui. Ils demandent toujours plus et ne sont jamais satisfaits malgré tout ce qu'on fait pour eux et tout ce qu'on leur donne. D'autres cas prennent la responsabilité des syndicats dans certaines attitudes. Ils expliquent que les syndicats ont savonné la planche et ont essayé de tirer parti de cette situation pour leurs propres intérêts organisationnels. Et ils diffuseraient, selon l'ancien directeur technique, de fausses informations sur le fait que Total finira par se désengager du site et ne sauvera pas les 250 emplois, ou encore sur le fait que les salariés qui ont vécu d'autres conversions ou d'autres raffineries à Total seraient déçus. Et la perspective évoquée par cet ancien directeur technique, elle marque ici, pour se battre contre les fausses informations, et plus généralement la perspective d'accompagner les salariés dans la transition est au cœur du travail managériel de ces cadres lors de leur reconversion. Le plus gros de leur travail lors de leur reconversion, selon ces ingénieurs managers, portait sur l'accompagnement des salariés dans la transition et non sur des problématiques techniques comme on pourrait s'y attendre, car même s'ils sont managers, il y en a qui ont des postes où ils ont aussi d'importantes responsabilités techniques. Grégory, le chef du département opération, il explique que l'aspect humain a occupé entre 80 et 85% de son temps de travail à l'époque de l'annonce de leur reconversion et lors des mois qui ont suivi. Le chef du département technique va dans le même sens, il dit ok, il y a l'aspect technique, mais je dirais qu'une grosse partie de mon rôle, ça a été l'accompagnement humain du changement. Et donc, en quoi consiste concrètement cet accompagnement? Le comité de direction était appelé CODIR sur le terrain dans lequel siègent plusieurs entités, à l'instar de Fatima, Céleste, Marc et Grégory, jouant un rôle central dans le cadre de la restructuration. Lors des 3 mois qu'on suivi l'annonce de ce perte de l'emploi, le comité de direction s'est réuni tous les soirs. Et il s'agissait, chacun de ces membres, qui sont tous des postes de direction clés, passés dans leurs équipes pour récolter, je cite, les inquiétudes du jour qui variaient d'un jour à l'autre, les rapporter au comité de direction et proposer une réponse unique et unifiée, et au mot près, ils disaient tous la même chose auprès de leur équipe pour ne pas perdre leur crédibilité. Si un membre du comité de direction dit quelque chose, et l'autre ne dit pas exactement la même chose. Cette pratique d'encadrement, en faisant des réunions tous les soirs, en faisant monter des informations, etc., elle n'est pas montée spontanément. Et en mai 2020, lorsqu'en fait le comité de direction est informé de la restructuration à venir, mais de façon confidentielle, et le mois de septembre 2020, lorsque l'annonce est officiellement annoncée, tous ces membres suivent des formations par des consultants extérieurs afin de mieux accompagner au changement. Et la perspective de réassurance des salariés est également mise en œuvre à travers des formes spécifiques de management. Céleste, donc la directrice du dépôt de Gare-Jeanville, et développe par exemple le Lean Management, qui est évoqué par Total à ce moment-là, indépendamment de la restructuration, mais dont elle a fait un usage spécifique lors de cette restructuration. De nombreux visuels sont mis en place dans l'usine de Gare-Jeanville afin de montrer les projets qui avançaient, les projets de transformation, et ainsi rassurer les salariés sur le fait que les projets industriels allaient bien arriver à terme. Il est notable que ces différentes pratiques insistent principalement sur les manières de communiquer sur la reconversion auprès des salariés. Ça rejoint les analyses d'Olivier Cousin sur le climat de la communication dans le travail managérial au cadre. Et enfin, des dispositifs divers d'accompagnement des salariés dans la transition sont également mis en place, tels qu'une psychologue, une sophrologue que les salariés peuvent consulter quand ils veulent, l'aménagement d'une salle de convivialité ou encore l'organisation de journées portes ouvertes en fin d'année avec les familles. Et Céleste nous explique en entretien que ces dispositifs sont là pour que les gens puissent
au moins se confier si ça n'allait pas bien, ils se sont soutenus. Mais pour autant, en fait, ces pratiques, elles visent à rassurer sur l'emploi, les mobilités sociales, salariales, mais ça n'a pas vocation à faire accepter la dimension écologique de la reconversion. Et même Grégory, qui était chef du département d'opération, qui est un des postes les plus importants de la raffinerie, dit que même auprès de lui, que ce soit l'équipe du siège de Total ou le directeur de la raffinerie, il n'a pas présenté vraiment cette reconversion en lien avec la dimension écologique, mais plutôt du fait de la rupture du pipeline. Et donc, la dimension écologique ne s'inscrit pas du tout dans leur travail managérial. Pourtant, on peut s'interroger qu'est-ce qu'ils pensent du fait de se tourner vers une plateforme zéro pétrole, s'inscrivant dans l'objectif de Total visant à atteindre la neutralité carbone en 2050, sont-ils favorables, indifférents ou au contraire réticents? Il souligne unanimement d'abord que la reconversion va dans le bon sens. Il inscrit d'abord dans les politiques de la multinationale en termes de reconversion de raffinerie. Depuis les années 2010, il y a une raffinerie qui ferme tous les 5 ans. C'est une politique qui a notamment été amorcée par le PDG actuel Patrick Pouyanné lorsqu'il était à l'époque à la direction de la raffinerie chimie. Et donc ils disent que c'était une évidence que ça allait fermer. En fait, du côté ouvrier, ils savaient aussi qu'ils sentaient que ça pouvait fermer, mais c'était plutôt comme une inquiétude. Alors, pour les ingénieurs, c'est plutôt une évidence contre laquelle on ne doit pas forcément protester ou lutter. Donc en 2020, la raffinerie a converti du fait de la rupture du pipeline. Et pareil, pour les ingénieurs, c'est sous l'évidence que ce pipeline, il fallait l'arrêter et qu'on pouvait rien y faire, alors qu'à l'inverse, du côté des élites ouvrières, on a plutôt une contestation de l'absence, du manque de moyens mis dans la politique de maintenance depuis des années, voire des décennies, qui ont contribué à cette situation-là. Donc en tout cas, ils utilisent tous le lexique de l'évidence. Au-delà de la politique interne et qui touche la raffinerie, l'évidence de la reconversion se justifie à leurs yeux du fait d'éléments externes. Donc la secrétaire générale du site Fatima a mis en lien la restructuration avec les transformations législatives, donc l'interdiction de la voiture thermique en 2035, elle dit donc dans ce contexte évident que la raffinerie allait fermer. On observe également une naturalisation de cette évolution liée aux dynamiques de marché du secteur énergétique. Donc Catherine, une ancienne ingénieure de la plateforme pétrochimique de Carlin, qui est désormais déléguée syndicat central de la CFE-CGC au niveau de la branche, il y a un lien très explicite entre le projet unité de biocarburants à grand puits et les évolutions du marché. Plusieurs ingénieurs soulignent la pérennité économique de leur reconversion, qui implicitement est légitime à leurs yeux. Et cette naturalisation des dynamiques économiques n'est pas spécifique aux ingénieurs de conflit, s'inscrit dans une dynamique plus générale de légitimation des restructurations industrielles par les ingénieurs au nom d'un impératif de rentabilité économique. Pour autant, les prises de position des ingénieurs à l'égard de la transition énergétique ne soulignent pas la transformation du site industriel, mais s'inscrit dans une réflexion plus large sur, pour employer le virage stratégique de l'entreprise visant à la neutralité de carbone en 2050. Je passe un peu plus vite parce qu'il me reste très peu de temps. On a d'une part des inquiétudes quant au devenir du métier, notamment du métier ingénieur. On a un ingénieur qui dit voilà, l'industrie pétrolière, elle s'est surtout faite sur des compétences ingénieurs. Qu'est-ce que va être Total de demain? Il y a beaucoup d'inquiétudes en interne sur cette transformation. De part, leur discours de ces ingénieurs sur la transition énergétique, elles sont très en adéquation avec la communication officielle de Total, notamment par exemple si on compare les interviews du PDG Patrick Pouyanné et certains extraits d'entretien, c'est très très proche. Par exemple, ils mettent en scène une bonne volonté de la transformation industrielle, qui bah, nous on serait prêt à, c'est pas exactement comme ça, mais ça va quand même dans ce sens-là, on serait prêt à arrêter le pétrole plus rapidement, mais les gens ne sont pas prêts, on voit que la demande est encore là, donc si nous, on ne répond pas à la demande, d'autres le feront. Et donc on observe ainsi un lien entre politique industrielle et comportement individuel, donc la moralisation écologique est mise au service de la persévérance de l'industrie pétrolière. Et on a aussi, une dernière chose que je vais évoquer, il y a aussi une circulation des enjeux écologiques au travail, non pas par leur travail lors de leur reconversion, comme je disais, le travail managérial, il y a assez peu les éléments écologiques, par exemple parler des Sustainability Moments qui a été instauré dans l'année 2018. Pour toutes les réunions de début d'après-midi, ils ont quelques minutes pour parler de ces enjeux écologiques et donc pour un certain nombre d'entre eux, ils mettent en avant les comportements vertueux en matière écologique qu'ils mettent en œuvre dans leur vie quotidienne et on a aussi une circulation
socialisation d'enjeux écologiques dans le cadre du travail, pas par leur activité, mais dans le cadre de sociabilité. Il y a plusieurs ingénieurs qui me disent qu'ils ont découvert, ils ont une prise de conscience sur ces enjeux du fait de leur chef qui leur a parlé des travaux de Jean-Marc Jancovici et ils font circuler ces travaux au travail, ces contenus culturels au travail assez largement. Voilà, ça ferait sur la conclusion. Merci.